Bonjour Monsieur le Sénateur. Bonjour tout le monde, bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Je voulais un peu qu'on commente cette actualité, Monsieur le Sénateur, et qu'on parle de cette insécurité, vague de violence forte depuis mi-novembre, avec un guet-apens, notamment dans un autocar, des parents qui ont été traumatisés, des élèves choqués, et puis derrière un déchaînement de violence, des règlements de compte entre bandes rivales, des incendies, des meurtres. Jusqu'où ça va aller, sénateur Tani? J'espère que cela va s'arrêter le plus rapidement possible. Il faut souligner, même si ce n'est pas pour faire un satisfecit, le travail formidable que font les forces de l'ordre, qui sont submergées. On ne le rappellera jamais assez parce que malgré la situation, ils vont au front, ils vont au combat. Et vous savez, tous les élus mahorais sont unanimement intervenus pour demander des renforts, pour demander que les mesures qui ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur, notamment, soient mises en place le plus rapidement possible. En attendant, il faut encourager ces forces de l'ordre qui font un excellent boulot à continuer. Des bandes sont démantelées, des chefs de bande ont été arrêtés. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, ma fameuse théorie de couper la tête des serpents. Et puis, à moyen et long terme, ce fameux centre de redressement qui nous est promis, qui serait piloté en partie par l'armée. Voilà des choses qu'il nous faudrait très rapidement pour mettre fin à tout ce climat de violence. Alors justement, Gérald Darmanin a annoncé qu'il viendrait passer le 31 décembre et le réveillon du Nouvel An à Mayotte. Pour autant, beaucoup des choses que l'on attend seront dans le texte de la loi Asile et Immigration, dont l'examen va commencer en début d'année prochaine. Qu'est-ce qu'il va annoncer quand il va venir le 31 décembre? Parce que venir pour rien annoncer, ça ne sert pas à grand-chose. Alors déjà, la venue d'un ministre de l'Intérieur dans un moment comme celui-ci est importante. Je parlais d'encourager les forces de l'ordre. Ça sera l'un des objectifs. Il avait annoncé, quand il était venu en août, qu'il allait revenir. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la base navale à mettre en place dans le nord, dans le sud. Il y a des mesures qui ont commencé à être mises en place, qui doivent continuer à être mises en place sans besoin de texte. La loi, ça sera pour des dispositions pour renforcer le droit du sol, enfin les dispositions sur le droit du sol par exemple, mais pour les autres mesures, notamment les moyens en hommes, en budget, il n'y a pas besoin de texte de loi. Donc je pense que en venant, ça serait pour accélérer, annoncer ces mises en place qui n'ont pas besoin de texte. Il a annoncé il y a quelque temps, après le 16 novembre, le retour du RAID qui est là, qui travaille avec les forces de l'ordre et de la police nationale au quotidien, à la fois pour les soutenir dans les interpellations, comme vous le disiez, de chefs de bande, mais aussi pour faire de la formation auprès des personnels policiers sur le terrain. Sénateur, est-ce qu'on a besoin d'une équipe du RAID en permanence? Je pense que oui. Je pense que oui, nous avons besoin d'une équipe du RAID en permanence, comme nous en avons l'équivalent du GIGN. Du côté, que nous avons, c'est 30 ou 40 hommes, je crois. Voilà, du côté de la gendarmerie. Malheureusement, nous aurions aimé ne pas avoir besoin d'une équipe du RAID en permanence, mais dans le contexte actuel, ça serait une faute de s'en passer continuellement en attendant que cette situation soit endiguée. Donc là, le RAID est présent, on parle jusque début d'année prochaine. Est-ce que vous militerez, notamment auprès, puisque vous serez là quand le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sera là, vous militerez pour que l'unité du RAID reste? Alors cette demande, si le RAID est là, c'est parce qu'il y a eu une demande des élus. Moi, j'ai fortement insisté dès les premiers incidents lorsque nous avions organisé
cette journée île morte. J'avais demandé au préfet, j'avais soumis cette idée du RAID pour que le RAID revienne et bien évidemment, je militais pour sa pérennité. Tant que la situation ne changera pas, tant que nous n'aurons pas des signes d'apaisement, vraiment, il faut que cette unité reste en place. Autre sujet, sénateur, dans l'actualité, les tensions sociales qui sont en train de monter ici et là. On le voit, un préavis de grève chez EDM qui a commencé les NAO, qui a mis la barre très haut puisqu'on est à 8,7% d'augmentation. On a des demandes également chez EWA, le conflit est en cours, 10% d'augmentation. Les NAO, les années précédentes, c'est en général entre 3,5% et 4%. Faut-il craindre en janvier une rentrée sociale remplie de désillusions pour les syndicalistes et donc de personnes dans la rue? Ces revendications ne sont pas une nouveauté à Mayotte. La particularité en cette période, c'est l'inflation. L'inflation qui gangrène le monde entier. Oui. En France, grâce à des mesures gouvernementales, l'inflation a été davantage endiguée. Ce sont des revendications légitimes. Vous savez, dans ce genre de situation, il faut que les partenaires sociaux se parlent, tout simplement. Les revendications, la barre est portée très haute parce que c'est la façon d'entamer ces négociations, ces revendications. Ensuite, avec le dialogue, moi j'ai espoir qu'on n'en vienne pas à des tensions sociales qui déborderaient jusque dans la rue. Mais pourtant, c'est bien parti là. Comme à chaque fin d'année, chaque début d'année. Donc pas de stress. C'est pas ça, c'est que nous vivons une situation exceptionnelle. Oui. Avec la sortie du Covid, avec la guerre en Ukraine, qui engendre une inflation sans précédent. Depuis longtemps, nous n'avons pas vu ce genre d'inflation. Donc c'est normal que, légitimement, du côté des salariés, il y ait ces augmentations de cette ampleur-là, parce que l'inflation, elle n'épargne personne. Maintenant, ce n'est qu'avec le dialogue qu'on pourra aboutir à une solution. Sujet sur lequel... Parce que pardon, si l'entreprise, si les employeurs ne peuvent pas supporter l'augmentation qui est sollicitée, ça peut être la fermeture. Donc, le tout, c'est d'arriver à un juste milieu et seul le dialogue pourra y parvenir. Vous êtes intervenu récemment via les outils mis à votre disposition au Sénat sur la question de la reconversion professionnelle et donc plus largement sur la question de l'emploi. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Comment on fait, sénateur, pour faire en sorte que les emplois à Mayotte soient pourvus par des Mahorais ? Il faut déjà noter quelque chose, c'est que malgré la crise que nous avons traversée, les crises que nous continuons à traverser, Mayotte a été le département qui a produit le plus d'emplois ces deux dernières années. Donc il faut encourager ce mouvement. Pour que les emplois soient adaptés au terrain, là vous me posez la question de l'emploi des Mahorais. Oui. La formation quand les ressources ne sont pas sur place, mais souvent ces ressources sont sur place ou en tout cas sont à disposition. Il y a plein de gens qui sont restés, j'allais dire en outre-mer, oui, dans d'autres territoires d'outre-mer, comme la Réunion, comme aux Antilles. Il y a plein d'autres personnes qui sont en métropole et le travail consiste aussi à aller à la recherche de ces personnes pour leur dire qu'il y a matière à travailler, à occuper des emplois à Mayotte. Comment on fait revenir un Mahorais qui est parti construire sa vie en métropole avec femme et enfants pour fuir l'insécurité ou les difficultés? Comment on le fait revenir? Comment on arrive à le convaincre de lui dire écoute, tu dois prendre à bras le corps le développement de ton île? En tout cas, je vous le concède, ce n'est pas dans le climat actuel que ces convictions peuvent... Mais maintenant, cette situation, souvent je dis, la situation de Mayotte est celle que nous connaissons aussi parce qu'il y a un vide
qui est occupé par les délinquants, qui est occupé par les clandestins. Alors, quand on pense à sa famille, à sa sécurité personnelle et à celle de sa famille, on est peu enclin à écouter ce genre de conseils, mais il ne faut pas se décourager. Moi, c'est un message que je continuerai à porter. Souvent, les gens qui quittent Mayotte pour d'autres horizons, ils se rendent compte assez rapidement qu'en fait, la situation à Mayotte n'était pas aussi mauvaise que celle-là. Et je pense que le retour des personnes dans le territoire peut contribuer aussi à faire cesser ce climat d'insécurité et de violence. Alors, on ne peut pas faire un temps de parole avec vous, sénateur, sans parler politique. On ne fait que ça depuis le début. Oui, mais là, alors, j'allais parler tactique politique à l'intérieur des assemblées, pour être plus précise. Le 49.3 a été utilisé abondamment pour faire voter le budget, et c'est impératif pour notre pays. Donc, on a un budget pour 2023. Maintenant, ça y est, c'est terminé. À la rentrée, plusieurs textes vont être étudiés. Je pense aux retraites, je pense à la loi asile et immigration. Comment le jeu politique va se mettre en place pour qu'on soit sûr d'aboutir et qu'on n'arrive pas à un blocage? Alors, je pense que l'abondance du 49.3 ces derniers jours, ces dernières semaines, était liée aussi à cet impératif budgétaire que vous avez rappelé tout à l'heure. Le budget est le texte le plus important de l'année. Il doit être adopté dans des délais très contraints. Maintenant, pour des textes aussi importants comme asile et migration, il y aura plus le temps de la négociation avec les groupes politiques. On a vu avant le budget qu'il y avait eu des textes importants, notamment la LOPMI, qui avait été adoptée sans recourir au 49.3. Et je pense que s'agissant de l'asile et l'immigration, pour avoir l'habitude de travailler avec la majorité sénatoriale, on peut espérer avoir un accord sans passer forcément par le 49.3. Même avec la nouvelle présidence des LR, la ligne politique ne va pas changer selon vous? Je pense que ces derniers jours, il fallait montrer les muscles parce qu'il y avait des enjeux. Mais une fois que cette présidence est actée, je pense que les choses vont revenir dans leur normalité. Après, moi, c'est ce que j'espère et je pense. Peut-être qu'on sera obligé là aussi de recourir au 49.3. Mais vous savez, vous parlez des élections qu'il y a eu au sein du groupe LR. Moi, je parle de l'ambiance de travail au Sénat, que je connais depuis maintenant 11 ans, et qui est une ambiance de compromis. On va chercher le compromis, texte par texte, amendement par amendement, et ça, je fais assez confiance à mes collègues pour opter pour cette voie plutôt que pour une voie de blocage, par exemple. Un petit mot sur la campagne des sénatoriales, parce que le mois de septembre arrive à grands pas. On va changer d'année, il restera 9 mois. Vous en êtes où? Comme tous les candidats qui ne sont pas officiellement déclarés, la campagne continue. Vous savez, c'est une campagne différente, je le dis à chaque fois, même si c'est une évidence, des autres élections au suffrage direct. Moi, j'espère que avec les efforts et le travail fourni, une partie de la campagne a commencé depuis longtemps. Un bon moment. J'espère en tout cas. Merci beaucoup, sénateur, d'être venu sur le plateau. J'espère qu'en début d'année, vous nous ferez l'honneur de venir sur le plateau pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.